Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Le patrimoine musical de la Bretagne est à l'origine de votre recette du succès. Une recette à laquelle, depuis, vous n'avez jamais manqué d'ajouter une pincée de celte. Bonjour Dana Braz. Bonjour. Alors, 50 ans de plus de 50 ans de carrière, une carrière internationale, et pourtant on vous connaît peu. Vous êtes l'un des maîtres de la musique bretonne et celtique, je crois. Hein, c'est ce qu'on dit en tout cas. Oui. Et on va évoquer votre parcours à travers des dates clés à l'occasion de la fête de la Saint-Patrick qui se déroule au Dôme au mois de mars, fête traditionnelle qu'on va également évoquer. Donc on part de dates clés et on y va. La première date, c'est le 26 juillet 1966. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Rencontre avec Alan Stivell ? En fait, c'est le festival de Cornouailles, c'est-à-dire que il y a cette année-là trop de groupes étrangers. On veut des Bretons, disent les spectateurs. Il y a Pierre-Jacques Zélias qui dénonce le centralisme français, et vous y assistez, et là vous découvrez effectivement Alan Stivell. Il faut savoir qu'Alan Stivell, qu'on a reçu d'ailleurs dans les clés d'une vie, son pseudonyme qui signifie en breton source jaillissante, il habite cette année-là à Quimper, rue du Stivell. Il est hébergé chez le courtier Marc Lebert, près de la source du Stivell. Et vous vous souvenez de l'avoir vu ce soir-là ? En fait, Alan, je l'ai rencontré dans un hôtel à Bénodet. L'année suivante. Voilà. Vous l'avez vu sur scène et Je ne sais même pas si je l'ai vu. Là, j'ai un doute. Je crois que pour moi, la première rencontre avec Alan, c'est quand j'étais serveur et que j'avais fait l'école hôtelière et qu'il est venu jouer gratuitement pour faire de la promotion pour le festival à l'hôtel Kermore à Bénodet. Et à l'époque, vous appelez Daniel Lebras, je crois. Oui, je m'appelle toujours Daniel Lebras. C'est pas vrai, non. Et vous jouez les élucubrations d'Antoine, je crois. Au festival de rock de Pont-l'Abbé en 66, je crois, si c'est bien. Et je chantais, oui. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Et il y a quelqu'un dans la salle qui a dit, c'est déjà fait. Parce que je n'avais pas beaucoup de cheveux, donc j'étais gonflé. Mais c'était un moment très drôle qu'on m'a rappelé encore il n'y a pas très longtemps. Alors, il se trouve qu'avec Stivell, ça marche tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une vraie complicité qui se fait. Ça a été plus long que ça, parce qu'Alan, lui, avait son idée bien précise, il savait exactement où il allait. Il a vraiment mis le feu à l'Olympia en 72, quoi. C'est là où vraiment on est passé dans une autre dimension, où la Bretagne est passée dans une autre dimension artistique, et même au-delà de l'artistique. Et avant, on jouait dans des clubs, dans des bistrots, dans des crêperies. Alan avait sa carrière en France, à Paris, et quand il venait en Bretagne, je faisais partie de son équipe. Et il avait une autre équipe, il jouait avec Steve Waring, Roger Mason, il avait des musiciens sur Paris, et moi je faisais partie de l'équipe bretonne, et un jour tout ça s'est regroupé quand il y a eu effectivement l'Olympia qui a allumé le feu vraiment complètement dans tous les sens du terme. Alors vos débuts, c'est la guitare de votre père que vous gratouillez quand vous êtes enfant, je crois, Daniel Lebras. Papa avait une guitare, et on l'appelait Tino parce qu'il chantait bien Tino Rossi. Il s'appelait Corentin, il n'aimait pas son prénom, donc il se faisait appeler Tino. Il gratouillait un peu, c'était plus pour faire semblant. Maman faisait un petit peu de piano. Il n'y avait pas vraiment de musiciens dans la famille, mais il y avait beaucoup de musique, de Gloria Lasso à Gilbert Bécaud, de la musique classique, de la musique militaire. Mon grand frère écoutait Elvis Presley, Cliff Richard, les Shadows, et Paul Anka et tout ça. Donc j'ai vécu vraiment dans un bain musical absolument extraordinaire, et je leur dois beaucoup à ma famille de m'avoir envoûté par toutes ces musiques qui ont fait le fait que j'ai toujours eu des goûts très éclectiques, j'ai entendu tellement de choses dans mon enfance que j'ai été éduqué d'une façon très large musicalement, quoi. Et il y avait aussi un groupe à l'école qui s'appelait Les Inutiles. C'était à Saint-Louis-de-Châtelain où oui. J'étais en pension. C'était pas les meilleurs moments de ma vie, la pension, mais bon, j'y suis resté 2 ans. Et il y avait, un des premiers groupes que j'ai appréhendé, c'était les Inutiles, et le premier groupe que j'ai vu jouer en vrai, c'était les Jerry's à Concarneau. Voilà. Il se trouve que Châtelain, pour l'histoire, ça a été dans les années 50 le premier centre français d'expédition de pommes de terre de semences, jusqu'à 3 trains par jour en saison. Ah oui, donc c'était vraiment vrai. On était dans un univers de
la culture de cultivateur, quoi, vraiment, ouais, absolument. Dan Arbraz, la légende prétend aussi qu'un jour, en bateau au large de Bénodet, vous avez entendu une cornemuse écossaise et que ça vous a marqué. Oui, bah alors là, c'était pas au large, c'était à Penfoul, c'est un endroit, une anse, l'anse de Penfoul, à côté de Bénodet. De l'autre côté, il y a Sainte-Marine. Et un jour, j'étais sur le bateau de mon oncle, on était à l'apéritif avec mes parents. Et vous savez, la mer était d'étale, c'est-à-dire elle était complètement immobile. Et dans ces moments-là, tous les sons se propagent sur l'eau d'une façon singulière. On appelle ça un miroir acoustique. Et il y avait un joueur de cornemuse qui répétait dans les bois de l'autre côté, et ce son est venu comme par magie jusqu'à nous, porté par cette eau à l'étal, j'insiste beaucoup, pas de marée montante, pas marée descendante, mais la mer vraiment immobile, et ça m'a marqué à tout jamais, et depuis ça a été un peu transformé, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et j'ai rencontré un jour ce joueur de cornemuse. Extraordinaire. Je l'ai rencontré un jour, j'ai su qui c'était, mais des années après, quoi. Alors, d'abord, c'est pas la cornemuse pour vous, Dan Arbraz, c'est la guitare. Je crois qu'on vous offre une guitare le jour de votre communion solennelle. Oui. Et vous allez prendre 3 cours de guitare, pas un de plus. Avec une dame très gentille, route de Douarnenez à Quimper. Oui. Et puis, bon, c'est pas ça que je voulais. Elle était très gentille. Et moi, je voulais apprendre à jouer comme les Shadows. Je voulais, Cliff Richard, tout ça. Et donc, j'ai commencé à écouter sur le tourne-disque. Je suis passé de 33 en 16 tours pour comprendre ce que les gens jouaient. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Et en écoutant aussi Radio Luxembourg, qui était une radio anglaise basée en Allemagne. C'était une radio allemande dans la journée, et le soir, sans doute pour les soldats américains, c'était une radio qui était très écoutée. Mon grand frère l'écoutait, moi je l'écoutais aussi tous les soirs, et c'était vraiment une mine d'or musicale. Et d'ailleurs, le premier morceau que vous avez appris à la guitare, c'est celui-ci. Apache, les Shadows, ça vous a marqué? Ah bah oui, bien sûr, oui, les Shadows. Hank Marvin, c'est un guitariste extraordinaire, j'ai toujours adoré. J'avais même tendance à préférer Cliff Richard à Elvis Presley. Mais oui, les Shadows, c'est quelque chose d'extraordinaire en musique instrumentale. Et comme je suis beaucoup dans la musique instrumentale, je dis aux gens, vous savez, la musique instrumentale, malheureusement, elle passe pas souvent en radio. Pourtant, vous avez à travers le monde un groupe qui est hyper connu, qui s'appelle les Shadows, comme il y a eu les Sputniks. C'était des groupes qui faisaient de la musique instrumentale. J'ai toujours été frustré que tout l'aspect instrumental de ma musique ne passe pas souvent en radio, parce qu'on passe des chansons, mais rarement, peut-être Santana, Jean-Michel Jarre ou Jeff Beck, des gens comme ça, mais c'est très difficile quand vous faites de la musique instrumentale d'être diffusé en radio. C'est vrai. Alors, j'en reviens aux Jerry's dont vous parliez, qu'on appelait les Beatles de la Cornouaille à l'époque. Oui, il y avait les Cratères et les Jerry's. Voilà, ouais. Ils avaient gagné le tremplin du premier festival rock en Bretagne. Oui. Et vous les avez découverts, je crois, grâce à votre frère, dans une discothèque qui s'appelait la Souricière. Oui, vous êtes bien renseigné. Oui, mes parents m'autorisaient à sortir avec Pierre, mon grand frère, et donc j'étais très jeune, j'étais pas majeur, et j'avais avec lui, sous sa protection, j'ai pu aller dans des lieux, on dit pas malfamés, mais des boîtes de nuit, quoi. Hein. Et le premier groupe que j'ai vu jouer de mes yeux, que j'ai entendu de mes oreilles, c'était les Jerry's. Ils jouaient à la Souricière et c'était vachement bien. Et à la batterie, curieusement, il y avait Marco Perru. Et Marco Perru, ensuite, a joué de la guitare et m'a remplacé chez Stivell. En 77, donc la boucle est bouclée. Marco Perru a pris le relais quand moi j'ai arrêté avec Alan au pavillon de la Villette en 77. Marco Perru, que j'avais vu à la batterie avec les Jerry's dans ces années 60, comme quoi le monde est petit des fois. Exactement. Alors il y a aussi un tournant dans votre carrière, c'est quand vous venez à Paris chez votre tante et vous allez aux Galeries Lafayette choisir des disques. S'il y a bien une rencontre de ma vie qui est importante, c'est Tante Simone. Une autre, c'est Georges Châtelain, que j'ai rencontré parce que j'ai pu venir à Paris chez Tante, mais j'étais mineur. Et mes parents m'autorisaient, je venais en train tout seul à Paris, je venais chez ma tante. J'ai encore la nostalgie du métropolitain, que certains Parisiens ne connaissent pas. Moi, j'ai cette nostalgie. Et grâce à tante Simone, qui coiffait un petit salon de coiffure rue Hippolyte-Lebas, près de la rue de Maubeuge. D'abord, elle était à Pigalle, elle s'occupait des prostituées. Et donc, c'était un personnage extraordinaire, natif de Douarnenez. Et je lui dois vraiment beaucoup à tante Simone. Elle m'a permis de découvrir effectivement ce rayon de disques aux Galeries Lafayette. C'était en bas des Galeries Lafayette, tout au fond, dans le bas. Et il devait y avoir un disquaire qui était très pointu. Et il avait des disques de Birdie Hanch, John Martin, John Ranbourne, des trucs qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Et dès que je voyais un disque avec une guitare, je l'achetais. Et je suis rentré en Bretagne avec des pépites. Et j'ai pris beaucoup d'avance
grâce à ma tante Simone, puisque ces disques-là, je ne les aurais jamais entendus à la radio, jamais trouvés dans des disquaires à Quimper. Donc, tante Simone, je lui dois beaucoup. Effectivement, ça a été pour moi fondamental de rencontrer Birdie Hanch, de rencontrer par les disques Birdie Hanch, John Renbourn et John Martin, ces 3 guitaristes qui ont beaucoup compté dans ma carrière de guitariste acoustique. Et vos débuts, c'est au lycée dans un groupe, un orchestre amateur, les Rebelles, je crois. Là, on jouait plutôt dans les kermesses, Oui. dans les patronages. Et puis après, on a été engagé par des groupes de bal. Et on est devenus pratiquement déjà des professionnels. En fait, très rapidement, j'ai gagné ma vie avec la musique assez rapidement, fin des années 60. Puisque les chefs d'orchestre voyaient que le vent tournait, l'accordéon n'avait plus la cote. Ils étaient obligés d'engager des jeunes pour faire la musique que les gens attendaient dans les bals, dans les matinées. Ils voulaient du rock, ils voulaient des slows. Donc ils nous ont engagés, nous. On s'est retrouvés donc avec des chefs d'orchestre et on était payés. C'était extraordinaire. On était jeunes, comme je dis, nourris et blanchis chez papa et maman. Et on avait cette chance de faire de la musique tous les week-ends et de gagner un petit peu d'argent pour faire la fête, mais aussi pour acheter des guitares. Et c'était une période bénie. Oui, et je crois que votre premier bal comme musicien, c'était à Plomodierne. Oui, aux glycines, oui. Je Voilà. confonds toujours les bruyères et les glycines. L'autre jour, je me suis fait respecter. Il y avait une qui était à Castres et l'autre qui était à Plomodierne. Oui, je me rappelle très bien, Jacques Thierry, c'est lui qui m'a engagé officiellement dans son groupe. Pour venir jouer à Plomodierne, dans cet endroit magnifique qui est le Porzay, qui domine la baie de Douarnenez. C'est un endroit extraordinaire. Et donc, à chaque fois que je passe à Plomodierne, je repense bien sûr à ce moment vraiment historique. D'autres moments historiques avec une autre date, le 30 août 1977. À tout de suite sur Sud Radio avec Dan Arbraz. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dan Arbraz, maître de la musique celte, disciple d'Alan Stivell, on va en parler. Le 11 mars à Paris, il y a la fête anniversaire de la Saint-Patrick et de la Bretagne. Vous y participerez, on en parle tout à l'heure. Mais effectivement, votre parcours de musicien et de défenseur de la musique bretonne et celte, il a évolué. D'abord, il y a une date importante aussi, c'est le 30 août 1977. D'après mes renseignements, Dan Arbraz, c'est votre première télé en solo avec ce morceau. Oui, rentrez, c'est ici, vous verrez. Continuons. Et voici le groupe Dan Arbraz. Dan Arbraz, un groupe folk qui chante, enfin qui joue les mélodies merveilleuses du pays celte. C'est Jean-Marc Thibault dans un numéro 1 qui vous présente. Vous jouez Orgie Nocturne. Ah oui, c'était pas avec les Carpentiers? C'est ça. Si, les Carpentiers, ils avaient fait une émission un petit peu décalée de la grande émission de variété qu'ils avaient. Enfin, quand je dis décalée, ils avaient une émission qui présentait des jeunes. Oui. Je me rappelle, Daniel Balavoine était là aussi ce soir-là. Tout à fait. Et on rentrait d'Australie. Je venais de faire ma dernière tournée avec Alan Stivell. On a fait une tournée, le mot triomphal, je dis pas ça pour me vanter de quoi que ce soit, mais une tournée géniale. Alan avait allumé le feu en Australie, une tournée, un des plus grands moments de ma vie, je crois. C'est cette tournée australienne. Et je rentrais d'Australie, parce que je me rappelle, dans la télé, j'ai ce pull avec des numéros de joueurs de cricket que j'avais acheté en Australie. Ouais, j'avais fait cette émission avec mon groupe, mon album Douarnenez venait de sortir, et on a fait Les Carpentiers. Et c'est Jean-Marc Thibault qui nous présentait. Oui. Ça, je me rappelais pas. Enfin, c'est quand même rare d'avoir ce genre de musique chez les Carpentiers, c'était un événement. Oui, absolument. Oui, c'est la seule fois où je suis passé. Hein. Alors, il se trouve qu'Alan Stivell, il faut dire, Dan Arbraz, que vous avez beaucoup appris avec lui, notamment dans la technique musicale. Eh ben, je pense que si j'avais pas rencontré Alan, je ne serais pas là aujourd'hui. Vraiment, je pense que j'espère que je lui ai été utile aussi. Quand je l'ai rejoint à l'Olympia en 72, il m'a donné un rôle assez difficile parce que avec la guitare c'est un peu le symbole d'une certaine modernisation de la musique, et donc j'étais un peu le porte-parole de son action, de tout ce qu'il avait envisagé. Effectivement, avec lui et avec d'autres après, mon ami joueur de cornemuse Patrick Mollard, avec tous ces gens-là, j'ai appris beaucoup, des choses que je ne connaissais pas. Moi, je venais du rock, je venais du folk. Ce que je ne savais pas, et ce qu'Alan Stivell m'a appris très rapidement, c'est que la musique que j'aimais était déjà celtique. Parce que Jimi Hendrix a des origines irlandaises, Keith Jarrett a des origines irlandaises, les Beatles sont d'origine irlandaise, Rory Gallagher est irlandais, James Taylor est d'origine écossaise, John Martin est écossais, Birdie Hanch est écossais, Donovan est écossais. Tous les musiciens que j'aimais, pratiquement tous, les Bee Gees, AC/DC, ils sont originaires de Glasgow. Pardon. Tous les musiciens que j'aimais avaient des origines celtiques.
Et j'étais attiré par ces musiques particulières dans la musique anglo-saxonne, dite anglo-saxonne. Je me suis rendu compte que les musiciens que j'aimais avaient des origines irlandaises. Et c'est Alan qui m'a dit « Mais Dan, c'est tout à fait normal que tu sois attiré par cette musique, parce que ce sont tes gènes, elle est en toi. » Et à partir de ce moment-là, je me suis même plus posé de questions. On m'en pose encore aujourd'hui, vous m'en posez encore aujourd'hui, mais moi je me pose plus de questions. Pour moi, c'était clair et net. Oui, mais peu de gens savent aujourd'hui que la musique celtique et la musique anglo-saxonne ont des liens communs. On le dit pas dans le grand public, ça, Dan Arbraz. Oui, peut-être, mais maintenant, le grand public, moi, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis connu et pas connu, et ça me va très bien. Je suis très heureux de faire ce que je fais, de faire ce que j'aime, et de ne pas avoir tous les inconvénients de la célébrité, heureusement. Et donc, c'est formidable. Ça, voilà 60 ans que je fais ce que j'aime, que j'en vis, et que je suis dans la rue, et que personne ne me reconnaît. C'est formidable. C'est extraordinaire, oui. C'est extraordinaire, je le dis très sincèrement et avec émotion. Alors, vous avez aussi, à cette époque-là, créé un duo, Serge et Dan. Écoutez. The Station par Mode, ça c'est un Mort, c'est le groupe Mort, qui veut dire mère en breton. Exactement. Ouais, c'était Serge et Dan, après c'est devenu Serge, Jean et Dan, et après c'est devenu Mort. Donc on était inspiré beaucoup par Crosby, Stills & Nash. Respect pour monsieur David Crosby qui nous a quittés. Et on a formé ce groupe, on a enregistré, s'il vous plaît, au Château d'Hérouville, en présence de Michel Maïd. Et c'est un souvenir en 71 extraordinaire. Pour commencer, pour nos débuts, on s'est retrouvés dans un des plus grands studios de l'Hexagone quand même. C'est extraordinaire. Le Château d'Hérouville. Et ce disque, Mort, a été enregistré au Château d'Hérouville. Ouais. Alors il se trouve que Stephen Stills, on le connaît tous, mais on a oublié finalement que son premier succès, en 66, il évoquait la répression policière et le couvre-feu imposé à Los Angeles, et c'est devenu l'hymne de la contre-culture américaine. C'est comme ça qu'il a débuté, Stephen Stills. Oui, Stephen Stills, qui est un de mes héros guitaristes. Ouais. Alors, effectivement, l'Olympia est un tournant, car lorsque vous faites l'Olympia en 72, c'est le point de départ de tournées internationales. C'est-à-dire que vous allez aller en Amérique du Nord, c'est une folie à cette époque-là, Dan Arbraz. Oui, toute l'Europe, Alan, les tournées d'Alan en Europe, c'était, je me rappelle en Belgique, c'était la folie. Il y avait des émeutes après les concerts, si bien que souvent la police arrivait, pensait qu'il y avait une manifestation, et les gens ne voulaient pas quitter la salle. Les gens voulaient encore, et nous on n'en pouvait plus. On disait Alan, il faut qu'on s'arrête parce que on a un autre concert demain, il faut qu'on ramasse le matériel, qu'on aille se reposer. Donc la seule solution qu'on avait trouvée à l'époque, c'est qu'Alan descende dans le public avec sa cornemuse et amène les gens dehors, comme le joueur de flûte qui amenait les rats à la rivière, quoi. Moi, je me souviens d'un bobino comme ça, où il est descendu dans la salle avec sa cornemuse. On a commencé à danser, on a tous été obligés de se lever, de danser dans la salle, et on est sortis. Mais voilà, c'est ça. Et c'était devenu maintenant le truc pour faire sortir les gens, enfin, à un moment donné, pour qu'on puisse se reposer, allant amener le public dehors. Et je me rappelle, après, il fallait qu'on le récupère dans les rues de Belgique, dans les villes. Et une fois, à Bruxelles, ils étaient avec des drapeaux bretons, et la police est arrivée, pensant qu'il y avait une manif qui n'avait pas été... C'était juste les fans de Stevel qui étaient là avec leur drapeau breton, et la police est venue. Donc on a eu des situations vraiment rocambolesques, quoi, vraiment. Et comment expliquer ce succès mondial et cet engouement, Dan Arbraz? Eh ben, je vous le demande. Moi, j'étais au cœur de tout ça, complètement subjugué par... quand on est arrivé à Sydney, les gens étaient debout sur les fauteuils. Ils n'étaient pas debout, ils étaient debout sur les fauteuils pour nous applaudir. Et je sais pas, cette musique a eu quelque chose de magique, mais c'est la volonté d'Alan. C'est Alan qui a voulu tout ça. Nous, on était les artisans à son service. On a fait ce que l'on devait faire aussi, bien sûr. Mais il y a eu quelque chose de magique. C'est au public qu'il faut le demander. Nous, on faisait ce qu'on faisait le mieux possible, mais les gens étaient envoûtés par cette musique bretonne, comme il y avait en Angleterre Fairport Convention, Still I Span. En Europe, en France, en Bretagne, il y avait Alan Stivell, quoi. Ce qu'il a fait, c'est considérable. Et effectivement, là, on parle du Palais des Sports, du Dôme. On a fait 7 soirs au Palais des Sports. C'était la fiesta. Là, ils cassaient pas les fauteuils comme avec Johnny, mais les gens dansaient, quoi. C'était cet esprit de fête qui prenait le dessus, cette envie de se retrouver ensemble et de danser ensemble, quoi. Alors, vous avez justement continué tout seul après avoir quitté Alan Stivell, et votre premier album que vous avez cité, c'est Douarnenez. Alors,
Alors cet album, il évoque l'Atlantide breton, c'est-à-dire une île, une ville légendaire qui aurait disparu sous les eaux. Voilà. La ville d'Is, oui. Exactement. En fait, je pense qu'il y a des villes qui ont disparu dans beaucoup de côtes, sur beaucoup de côtes, et donc ça a créé plein de légendes. Je pense que quand il y a eu des mouvements terrestres, bon, après, qu'est-ce qui est du vrai, qu'est-ce qui est de la légende? Pour moi, je trouve que c'est une belle légende. C'est un peu l'histoire du monde, un peu aussi, quoi. Une ville submergée. C'est un peu ce qui se passe quand même de nos jours. Donc c'est une histoire qui est prémonitoire. Donc je crois que je me rendais pas compte à quel point d'avoir choisi cette légende, j'illustrais pas mal de choses, des choses que l'on vit aujourd'hui. Et donc ça allait bien au-delà d'évoquer une légende. Pour moi, c'était plus qu'une légende. C'était un rêve. Douarnenez, terre nouvelle, une terre nouvelle. Toujours rêver d'un autre monde. C'est pas moi qui l'ai écrit la chanson. Eh ben c'était pour moi mon autre monde. Je rêvais d'un autre monde quand j'ai fait cet album Douarnenez. Et voilà, ma maman est de Douarnenez. Douarnenez, ça veut dire Douar en Enez, la terre de l'île. Et moi, j'ai fait donc mon jeu de mots, terre nouvelle, à partir de Douarnenez, Douar en Enez. C'est mon enfance. Quand on est gamin et qu'on passe son enfance entre Bénodet et Douarnenez, il y a pire, quoi. C'est magnifique. Autant Bénodet, autant Douarnenez. La baie de Douarnenez, c'est un joyau absolument tellement beau. On parlait tout à l'heure de mon premier bal que j'ai fait à Plomodierne, qui est aussi autour de cette baie. C'est un endroit magnifique. Donc Douarnenez est inspiré de mon enfance, de l'île Tristan qui se trouve là, de la baie, de la légende de la ville. Et c'est ce que j'ai essayé effectivement de retranscrire en musique dans cet album Douarnenez. Ouais. Voilà. Il se trouve que les légendes, on les connaît mal. En fait, dans mon enfance, dans les distributions de prix, on vous offrait des contes et légendes bretonnes, mais à part ça, on n'en parlait jamais. Ouais. C'est curieux, hein? Ouais. Puis les légendes ont été récupérées aussi par le christianisme pour faire peur du diable et tout. Voilà. Donc tout ça, après, il y a des récupérations diverses au fil du temps. Hein. Mais bon, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça vous a pas empêché de continuer. Ouais. On va évoquer une autre date, le 18 mai 1996. À tout de suite sur Sud Radio avec Dan Arbraz. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dan Arbraz. Nous parlerons tout à l'heure de la fête au Dôme le 11 mars, une fête pour célébrer les 15 ans de la tournée de la fête de la Saint-Patrick. Mais là, on revient à une date importante pour vous dans votre carrière, Dan Arbraz, le 18 mai 1996. Ce soir-là, vous êtes à Oslo avec cette chanson. Diwanit Bogal, l'Eurovision, vous représentez la France à l'Eurovision avec une chanson bretonne en breton, ce qui a été un événement. Alors, je savais que j'allais pas y couper, bien sûr. Ouais. Bon, je pourrais vous en parler pendant 2 heures, donc il faut que je fasse attention. Je voudrais vous rappeler un souvenir pour parler de ça. D'abord, c'est le plus grand souvenir de ma vie, ce qui s'est passé là. Je vais l'expliquer pourquoi. Je voudrais vous rappeler ce qui a été dit dans une maison qui est pas loin d'ici, une radio très importante. Ouais. Le lendemain de l'Eurovision, il y a un malin qui veut, pour faire rire les gens, a dit exactement textuellement ce que je vais vous dire. Comment voulez-vous qu'on ait gagné l'Eurovision avec un chauve qui a le charisme d'un gérant d'un Félix Potin? Ah, c'est bien ça. Voilà ce qui a été dit à France Inter le lendemain de l'Eurovision. Je n'ai rien à dire, je vais pas pleurer, hein, je vais pas. Non, j'ai le sens de l'humour. Je sais que je suis pas Alain Delon, mais c'est pas gentil, quoi. Non, mais surtout, en même temps, j'ai vu les classements, vous avez fini 11e sur 23 avec 55 points. On était presque à la fin. Mais oui. Ouais. Non, mais non, vous étiez au milieu du classement. Oui, mais Jacques, les journaux à Oslo disaient que la chanson française, qui n'était pas française, était la plus belle. Oui. Les essais nucléaires du Mururoa nous ont plombés. On a été jugés parce que le président de la République, à l'époque, a fait des essais nucléaires, et en Scandinavie particulièrement, ils haïssaient la France, ou ce que la France avait fait, pas les Français, mais la France, et nous, on s'est retrouvés au beau milieu de tout ça. Mais moi, petit breton, je réalisais mon rêve. Je suis un régionaliste, c'est pas un gros mot, et j'ai toujours rêvé des régions d'Europe, en plus celtiques. On avait une chanteuse galloise, une chanteuse écossaise, un chef d'orchestre irlandais, des musiciens bretons. Nous étions la Celtie, dont Alan a toujours rêvé, dont moi j'ai aussi rêvé. Et on me donnait, la France me faisait ce cadeau d'aller représenter les régions d'Europe. C'est pas ça. C'est pas la France qui me l'a fait. C'est Béatrice Exposito, qui était chargée des programmes à France 2, qui nous a choisis. Une personne adorable qui a travaillé à RTL, qui malheureusement a disparu il y a quelques années déjà. Oui, en même temps, encore une fois, la France a fait plus mauvais dans les résultats depuis. Oui, mais pour moi, ça n'a pas d'importance, parce que
On n'a jamais vendu autant de disques Oui. qu'à cette époque-là. On a rempli les salles, on a joué à Landerneau devant 10 000 personnes, juste un petit peu après l'Eurovision. Quand on a commencé ce morceau, j'ai même pas annoncé le morceau. Dès les premiers accords, tout le monde s'est levé. J'en ai des frissons. Alors l'Eurovision, il fallait pas y aller sans doute. Pour moi, j'ai rêvé. J'ai fait ce rêve. Je sais pas que je me suis trompé, je m'en suis pris plein la figure, mais vraiment plein la figure. J'ai reçu plein de lettres touchantes, des lettres d'insultes. On s'est moqué de moi, on a parlé de nous à l'Assemblée nationale. Comment ça se fait, représenter la France avec une langue qui n'est pas la langue française? On a foutu un peu la zone, je suis bien content, je suis pas provocateur. Par contre, ça a été très dur, mais ça reste... Quand les gens me disent ça, alors l'Eurovision, l'air de dire, hein, vous n'aviez pas l'air malin. Eh ben, monsieur, je vais vous dire, c'est le plus grand moment de ma vie. On vous comprend. Il y a eu d'autres grands moments, parce que 3 ans avant, vous avez, lors des 70 ans du Festival de Cornouailles, présenté un spectacle qui s'appelait L'héritage des Celtes. Et là aussi, c'était pour un soir et c'est devenu un phénomène mondial. Voilà, quand vous parliez tout à l'heure des rencontres dans ma vie, s'il y a bien une belle rencontre, c'est avec le public. Le concert de l'Héritage des Celtes en 93, c'était un concert unique. Qui ne devait s'arrêter là. C'est une soirée de clôture du festival. Voilà, et le public en a redemandé, et Jacques Bernard, qui était le programmateur du festival, qui est devenu mon producteur par la suite, il n'arrêtait pas de crouler sous les demandes où les gens disaient « Jacques, tu vas pas t'arrêter là, il faut faire quelque chose ». Donc il a décidé de casser sa tirelire, il nous a amenés à Dublin, il a pris contact avec Sony, puisqu'il connaissait Monsieur Montfort, qui était le directeur à l'époque, et Sony a pris le train en marche. Et puis voilà, l'album est sorti, on était disque d'or. Quand l'album est sorti à Quimper, ils ont vendu 500 disques en un jour. Incroyable. 500 disques. Et encore, ils ont été obligés d'arrêter de fermer les magasins parce qu'ils n'en pouvaient plus. J'ai signé ce jour-là 500 albums. Je ne savais pas ce qui se passait. C'est une rencontre inimaginable avec le public. C'est pas du marketing, c'est rien de tout ça. C'est les gens qui nous ont dit ce que vous avez fait, c'est vraiment super. Vous pouvez pas en rester là. Il faut faire quelque chose. Et donc Jacques. C'est marrant, ça me fait des frissons quand je repense à tout ça, parce que c'est une histoire incroyable. Moi qui voulais un petit peu de succès, je ramais dans les années 80, j'avais du mal, c'était très dur, ma vie, je ne veux pas me plaindre, mais c'était pas très simple. Je voulais que ça marche un peu plus, mais là, c'est beaucoup plus que 1 200 000 albums, au bout de l'histoire. 1 200 000 albums, 2 victoires de la musique, des disques d'or, je sais même plus, je les ai rangés dans un placard, quoi. Mais c'est extraordinaire. Et puis maintenant, plus personne ne s'en souvient. Et comme je vous disais, personne ne me reconnaît dans la rue, donc c'est extraordinaire. C'est formidable d'être peinard et d'avoir quand même eu cette chance d'être dans une major où on prend soin de vous. Sony a vraiment pris soin de moi, c'est ce que je voulais. J'étais bien dans une major, j'avais envie qu'on s'occupe de moi. J'avais une équipe super autour de moi. J'ai vécu des années, les années dont je rêvais. Je voulais vivre ce rêve un peu, mais je n'ai jamais été, pour parler poliment, ennuyé. Les gens me disaient bonjour quand je faisais une télé à Paris, des fois des télés assez connues. Quand je rentrais à Quimper, les gens dans la rue, salut Dan, comme bonjour Pierre, salut Paul, salut Jacques. Et j'ai toujours vécu, j'ai eu cette chance de garder ma vie personnelle, d'être tranquille, quoi, d'être suffisamment anonyme pour pouvoir regarder les autres. C'est-à-dire de ne pas être regardé, c'est épouvantable d'être connu. Les gens qui sont connus, ils peuvent pas vivre. Ils sont sans arrêt sous les projecteurs. Alors que moi, à l'époque de l'Eurovision, je pouvais me balader, regarder les gens dans un café, regarder les amoureux, les gens parler, les gens vivre, penser à ma vie, imaginer la leur. Et c'est formidable, ça permet d'inventer plein de musique. Et je n'aurais pas supporté. Donc c'est ça, d'avoir connu ce succès, cette rencontre avec le public. Je ne remercierai jamais tous les gens qui nous ont permis, parce que c'est pas moi tout seul qui est Dan Arbras et l'Héritage des Celtes. C'était un ensemble. Sans cet ensemble, je ne serais jamais arrivé à un tel succès, il est clair. Donc j'ai une immense reconnaissance pour tous les gens qui m'ont accompagné à cette époque-là, dans tous les sens du terme. Alors cet album, justement, L'Héritage des Celtes, qui avait un morceau qui s'appelait Greenland. Je crois qu'il y a eu 6 ans de tournée, hein, c'est extraordinaire. Oui, il y a eu 6 ans. Ouais. Ce morceau-là, au Zénith, un jour, je me demandais, j'entendais des voix. Je sais pas Jeanne d'Arc, mais j'entendais des voix. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le public qui chantait. Et depuis ce jour-là, au Zénith, à la fin du morceau, on laisse les gens chanter, quoi. À un moment, je me suis dit, j'ai demandé à tout le monde, oh, on arrête de jouer, là. Puis, tous les gens chantaient. C'est incroyable. Et ce morceau que j'ai composé dans ma petite maison au Moulin Vert, à Quimper,
Il est joué dans beaucoup de festivals à travers le monde et il y a des gens, ils pensent que c'est un traditionnel. Ils savent pas que c'est moi qui l'ai écrit. Donc ça aussi, c'est rigolo. D'avoir écrit un morceau qui devient un peu une sorte, on va dire, d'emblème de celtique et que les gens savent même pas qui l'a écrit. C'est rigolo. Alors, il y a une chose qu'on ne sait pas sur les Celtes, finalement, sont les pionniers de la parité. C'est-à-dire que chez les Celtes, les femmes étaient indépendantes financièrement. Elles pouvaient demander le divorce. Lors du mariage, les biens étaient mis en commun. Et au moment d'un décès, le survivant héritait, quel que soit son sexe, de tout. C'est extraordinaire. C'est aussi être en avance sur son temps. Oui, il y a tas de choses qui ont été élaguées comme ça malheureusement au profit d'autres, on va dire, de lois et façons de voir. C'est dommage. Ouais. On a perdu beaucoup dans ce qu'on a laissé derrière nous. On a perdu beaucoup dans les anciennes croyances. Comme je dis toujours, c'est bien la Saint-Patrick, mais Saint-Patrick, c'est peut-être pas la meilleure des choses qu'il ait fait d'aller évangéliser l'Irlande. Quand on sait ce qui s'est passé après, je veux pas rentrer dans les détails. C'est un autre débat, oui. C'est un autre débat, mais c'est un débat quand même. Alors, Dan Arbraz, il y a eu aussi un autre album qui a compté, parce qu'il y a un poète breton qui s'appelait Xavier Graal qui a écrit les textes. Et cet album, il y a une mélodie dans une chanson, Allez dire à la ville. Terre dure de dunes et de pluie, c'est ici que je longe. Cherchez, vous ne me trouverez pas, c'est ici que les lézards... Là aussi, vous chantez, ça n'a pas été le cas toujours. Je hurle. Oui. Enregistré au château d'Hérouville. Oui. Xavier Graal, c'est un monument qui a écrit dans Le Monde, dans la vie catholique. C'est un journaliste brillant. Et il n'a pas écrit les textes pour moi. J'ai choisi dans un recueil de poèmes qui s'appelle La Saône des pluies et des tombes, sur lequel je suis tombé littéralement en arrêt et j'avais envie de tout chanter dans ce recueil de poèmes. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Xavier. J'étais à la recherche de paroles puisque ma musique instrumentale ne me suffisait plus pour dire tout ce que je ressentais par rapport à la Bretagne, toute cette colère que j'avais quand j'ai appris que on avait effectivement interdit la langue, interdit que la culture était méprisée, etc. J'étais vraiment en rage. Et puis le naufrage de la Cocalix qui a pas arrangé les choses. J'étais dans une forme de rage de découvrir tout ça. Et pour cette rage, j'ai pas été mettre des bombes, j'ai chanté. Et donc j'ai trouvé les textes de Xavier pour exprimer cette colère. Et Xavier a écrit « Allez dire à la ville » le jour où il a quitté Paris pour venir habiter à Bossulan en Bretagne. En fait, il s'adressait à Paris, allez dire à la ville que je ne reviendrai pas. Exactement. Et donc, c'est un texte c'était un peu le texte phare de l'album, allez dire à la ville, enregistré lui aussi au château d'Hérouville. Comme tous les autres, il y a un autre album aussi qui est sorti plus tard, qui évoque des chansons de votre enfance, des chansons prêtes depuis 25 ans, La mémoire des volets blancs. 25 ans pour faire des chansons, c'est quand même un record peut-être, non, Dan Arbraz? J'en ai plein les tiroirs et j'envisage d'ailleurs de faire un vide-grenier, comme on dit, parce que je n'en peux plus d'avoir toutes ces choses qui sont stockées là. Oui, il y a beaucoup de morceaux dans La mémoire des volets blancs, qui est, entre parenthèses, le plus beau cadeau qu'une major m'ait fait, Sony, pour ne pas le citer, à une époque où les gens voulaient de la cornemuse. Moi, je leur ai demandé de m'accorder un album de guitare. C'est Jean-Jacques Goldman qui a fait la préface de cet album, La mémoire des volets blancs. C'est un cadeau absolument extraordinaire qu'une maison de disques... Elle aurait pu me dire, Monsieur Dan Arbraz, on veut du biniou, vous allez nous faire du biniou. Ben non, je leur ai dit, voilà, j'ai un projet qui s'appelle La mémoire des volets blancs. Ils m'ont donné tous les moyens pour aller en Irlande avec la crème de tous les musiciens irlandais pour faire cet album qui pour moi est l'album le plus fort parce que je parle de toute mon enfance, de mes parents, et voilà, c'est un cadeau extraordinaire. Effectivement, certaines mélodies ont été écrites, mais comme celle de l'héritage, certains des succès de l'héritage ont été écrits dans les années 70. Les Greenlands a été écrit avant l'héritage. Borders of Salt, qui est le grand succès de l'héritage, a été écrit avant. Call to the Dance, un des succès de l'héritage, a été écrit dans les années 70. Donc il y a un jour où les choses arrivent, elles doivent arriver. C'est pas le jour. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Exactement. Et il y a aussi un duo qui compte avec Clarisse Lavanant. Ah vraiment que d'Anijal, pèlera uréal. Alors c'est une chanteuse bretonne qu'on a connue parce qu'elle a été la femme de Moïse, ce qui est curieux pour une bretonne dans les 10 commandements. Et là aussi, ça a été un duo qui a marqué votre carrière, Dan Arbraz. C'est une belle rencontre. En plus là, c'est une chanson qu'elle a écrite pour mon fils, donc on a écrit ensemble pour mon fils. Clarisse, c'est une belle rencontre. J'ai souvent dit que Clarisse c'était ma Souchon, quoi.
Voilà. C'était ma Souchon, parce que Clarisse, quand j'avais besoin d'un texte sur quoi que ce soit, et d'ailleurs si j'avais besoin, je sais que je l'appelle et je dis le lendemain pratiquement j'ai le texte, quoi. C'est extraordinaire. Et souvent on communiquait comme ça de choses et d'autres. On a parlé d'Afrique, on a fait les perches du Nil ensemble, on a écrit À toi et ceux, comment La route vers l'Ouest. C'est des instrumentaux que je lui ai envoyés et elle écrivait le texte. Pratiquement le lendemain, j'avais le texte. Et Clarisse, elle a fait ce que je n'ai pas su faire. C'est pas que j'ai honte, mais en 50 ans, j'ai pas su le faire. Elle, en 6 mois, elle a appris la langue bretonne. Elle a appris la langue bretonne en 6 mois. Elle a joué dans un film en langue bretonne. Elle a fait des émissions de radio en langue bretonne et elle a écrit ce magnifique texte en breton. Donc c'est vraiment un cadeau du ciel. Et pour moi, quand je regarde ça, je me dis voilà, quand on veut, on peut. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi elle l'a fait? Elle est plus jeune, j'en sais rien. Mais c'est vraiment une chanteuse extraordinaire qui vient de sortir un album magnifique qui s'appelle Ici, pour ne pas en parler. Si les gens, ça les intéresse, c'est un album magnifique qui vient juste de sortir. Eh ben, on va l'écouter, puis on va vous écouter parler dans quelques instants de la fête à Paris. Le 11 mars 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Dan Arbraz. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dan Arbraz. Donc 11 mars 2023 au Dôme, la salle du Palais des Sports, 15e anniversaire de la fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne, et vous serez l'un des artistes sur scène. Il y aura, je crois, une centaine d'artistes sur scène. Oui, absolument. Et c'est la première fois que vous participez à cet événement à Paris. Non, on a fait le Zénith. Oui, mais de la tournée de la fête Saint-Patrick. Oui, on a fait, je sais pas combien de Saint-Patrick j'ai pu faire. Oui. Parce que c'est un prétexte à la fête, c'est bien. Hein, donc j'en ai fait un paquet. Hein. Donc après, les spectacles sont plus ou moins importants, sont plus ou moins grands. Mais le plus grand que j'ai fait, je crois que c'était le Zénith. Oui. On a fait aussi et le Stade de France aussi. Le Stade de France, là, c'était plutôt la nuit de la Bretagne. Voilà. C'était un peu particulier parce que c'est énorme, peut-être ça manquait un peu d'intimité, hein. Mais bon, ça fait plaisir de jouer devant 2 fois 45 000 personnes, c'est pas tous les jours. Et sur ma loge, ils avaient mis Zidane Arbraz. C'était très joli. Ils avaient mis ça sur ma loge. Il faut savoir que la fête de la Saint-Patrick, elle célèbre le saint patron de l'Irlande, mais c'est un jour férié, mais pas une fête nationale, contrairement à la légende. Oui. Et donc, il y a eu cette fête musicale tous les ans qui a lieu quelque part. Oui, mais en fait, j'ai l'impression que les Celtes, on aime bien faire la fête, on est connus pour ça, et c'est pas un péché. La danse, les festounos en Bretagne, souvent on n'attend pas la Saint-Yves ou la Saint-Patrick pour faire la fête. Heureusement, la fête, elle existe dans tous les fêtes de campagne, dans tous les fest-nos, les fest days et les concerts. Donc, disons que c'est un point d'orgue un peu, quoi. Voilà. Alors, ce soir-là, vous serez sur scène avec différentes musiques, et je crois que les Irlandais vous ont découvert grâce à un album que vous avez préparé à Dublin avec cette chanson. Un album, c'est dans l'héritage des Celtes, et c'est le côté. Une chanson chantée par Hélène. Oui. Voilà. Et Lisiza, c'est l'Irlande finalement aussi. Oui, un petit peu, oui, mais l'Irlande nous a pas accordé, curieusement, les gens pensent que, mais non, l'Irlande nous a pas accordé un très gros succès. Ah l'héritage des Celtes n'a pas vraiment fonctionné en Irlande, curieusement. Je crois que cet héritage des Celtes est un rêve très breton, que nous, en Bretagne, on partage depuis très longtemps, mais les Irlandais sont un peu dans leur histoire à eux, ils ont l'Amérique à portée d'eux, ils ont l'Australie, ils ont tout la Nouvelle-Zélande, avec toute l'émigration irlandaise, je crois qu'il y a 80 millions d'Irlandais en Amérique. Donc leur musique, c'est un peu aussi la musique américaine. L'héritage des Celtes, notre héritage des Celtes, petits bretons que nous sommes, n'a pas eu le succès que j'aurais souhaité en Irlande. En tout cas, pas le succès qu'on a eu avec Stivell quand on est allé en 73 en Irlande et qu'on a joué au Stadium et que Alan a enregistré Live at the Stadium, qui est un album mythique. Donc voilà, on a fait des appels du pied à nos cousins irlandais, mais on n'a pas été vraiment entendus, malheureusement. Alors, je crois qu'on trouve plus d'albums irlandais en Bretagne que d'albums bretons en Irlande. Oui, je crois. En quelque sorte. Ouais. Alors, cette fête de la Saint-Patrick, c'est un événement énorme, donc il y aura centaines de personnes sur scène. C'est-à-dire que tous ceux qui aiment la musique celte se retrouvent ce soir-là, à Paris, au Dôme. Oui, je pense, j'espère. Les gens, après, certains viennent pour des raisons diverses, certains viennent systématiquement pour danser, parce qu'ils aiment bien danser, ils attendent le moment où on va pouvoir... je pense que là, c'est le public qui pourra le dire. Pour moi, c'est un point d'orgue, effectivement, la Saint-Patrick, mais ça me ramène un petit peu à cette
j'aime pas le mot amertume, mais que nos cousins irlandais souvent nous aient pas ouvert les portes comme nous on leur a ouvert les portes. Voilà, mais en même temps, cette fête de la Saint-Patrick, elle est célébrée dans le monde. Par exemple, le Festival de l'Orient, il est exporté aussi. C'est un événement mondial. Ah ben, le Festival de l'Orient, à lui tout seul, si l'interceltisme existe, c'est certainement grâce d'abord au Festival de l'Orient, et Quimper aussi. Mais l'Orient a fait un travail de fond sur l'interceltisme qu'aucun autre festival n'aura fait à travers le monde, avec la place que les musiciens bretons ont dans le Festival interceltique de l'Orient. Mais les musiciens bretons sont connus dans le monde entier, parce qu'encore une fois, quand la fête de la Saint-Patrick existe, ils sont tous au rendez-vous. Au monde entier, je sais pas, franchement... je sais pas, je peux pas le dire. Je pense que les Irlandais, par le monde anglo-saxon, ont une possibilité d'extension qui est beaucoup plus forte que la nôtre, quoi. Parce que ils ont tous les Irlandais en Amérique, ils ont tous les Irlandais en Australie, tous les Irlandais, je dirais, en Allemagne, en Scandinavie. Nous, on a des Bretons un peu partout, mais pas autant. Ils ont une diaspora qui est considérable et qui permet, quand un groupe irlandais sort un album, d'avoir à sa portée tout le monde anglo-saxon globalement, quoi. Alors, on n'a pas cette chance. Non, mais on a d'autres chances, notamment, je crois que c'est à Bercy que vous avez créé cette chanson. Et si le vent sauvage a tué les moissons, s'il pousse son calme. Le nom du vent, c'est aussi une chanson importante pour vous, Dan Arbraz. Oui, mais c'est un album qui n'a malheureusement pas très bien marché. C'est une autre période. L'album s'appelle Les Perches du Nil, du titre de ce reportage qu'il y avait eu sur les Perches du Nil. Oui. J'ai voulu faire un voyage un peu. Il y a Gizmo, Salini Olo, une Camerounaise, dans cet album. J'ai voulu un petit peu m'éloigner un peu des pays celtiques, justement, et c'est un album qui n'a pas rencontré un grand public, malheureusement, avec là aussi, beaucoup de textes de Clarisse dans cet album. C'est mon dernier album chez Sony. Voilà. Alors, vous avez fait d'autres choses. En tout cas, quand on vous retrouvera sur scène au Dôme, vous ne serez pas le seul. Et parmi ceux qui seront là ce soir-là, il y a un bagad mythique qui fêtera ses 70 ans, le bagad de Land Biway. Ça vous parle, Dan Arbraz? Oui, on a joué avec eux plusieurs fois. On a eu l'occasion au Festival de l'Orient, pour la télé aussi, les copains d'abord qui étaient sur Quimper, on avait joué avec eux. Ils changent tout le temps parce que il y a un renouvellement dans ce bagad. On sait jamais les mêmes, quoi. Donc ceux que j'ai connus il y a 10 ans ne sont plus là, quoi, parce que c'est des engagés dans l'armée. Voilà. Et ouais, ils sont partout. Hein. Ils sont surtout, ils sont de toutes les fêtes. Oui, ils sont de cette fête-là aussi. Les bagads font partie de votre vie depuis toujours. Oui, parce que quand j'étais gamin, j'allais avec mes parents au Festival de Cornouailles et je les voyais défiler dans les rues de Quimper et je trouvais ça extraordinaire, et surtout quand je voyais les Écossais arriver avec leurs costumes très particuliers, et je ne pensais pas qu'un jour j'aurais la chance de me retrouver comme l'héritage des Celtes en 93 avec 80 musiciens, 2 bagades, les Shot Spy Band d'Écosse et le bagad de Quimper, le bagad de Quimper. Donc j'ai eu cette chance d'avoir cette puissance de feu, de son là, quand un bagad. Quand vous êtes sur scène et que vous avez un bagad derrière vous, quand ils commencent à jouer, moi j'ai pas de cheveux donc ils peuvent pas, mais c'est quelque chose, c'est comme s'il y avait le vent qui soufflait derrière vous, comme si vous étiez non pas dans la tempête, mais porté sur un grand navire, et c'est extraordinaire ce qu'ils nous apportent quand on est avec eux sur scène. Le bagad trouve son origine historique dans la tradition des sonneurs populaires au 19e siècle en Bretagne. Ils se sont ensuite regroupés et on voit beaucoup de groupes de ce genre, et souvent les gens ne savent pas que c'est un bagad. Oui, les gens voient ça un petit peu des fois avec un côté folklorique. Quand même, beaucoup de gens sont quand même assez informés, vu la dimension que ça a pris, vu la qualité musicale que ces jeunes, que tous ces bagadous... je sais qu'il y a le concours tous les ans, là il y a eu le concours le week-end dernier, il y a le concours à Lorient. Pour moi, je suis un peu comme chez Jacques Martin, je mets 10 à tout le monde, comme à l'école des fans, parce que je leur rends hommage à tous. Bon, il faut qu'il y ait un gagnant. Mais si on écoute vraiment précisément la qualité musicale, la justesse que ces musiciens ont réussi à acquérir au fil du temps, c'est un travail, les gens ne s'imaginent pas le boulot qu'il faut pour arriver au niveau
niveau qu'ils ont atteint. Et je suis en admiration quand je les entends. Par rapport au début, bon, ça a été plus difficile. Maintenant, ils ont vraiment acquis une technique, une maîtrise qui est absolument... Je suis en admiration et c'est remarquable. Alors il se trouve que le Bagad doit beaucoup aussi à une chanson. Tu la voyais pas comme ça ta vie, pas d'attaché caisse quand t'étais petit. Le Bagad de Lanloué par Alain Souchon, qui est un hommage à son enfance où il écoutait les Bagad. Là, c'est vrai que ça fait beaucoup pour la réputation des Bagad d'Anna Arbras. Oui, les deux, Laurent Voulzy et Alain Souchon sont très attachés à la Bretagne. Ils ont toujours été très attachés. D'ailleurs, ils venaient composer à Quiberon. Je crois qu'ils ont une maison dans le secteur là-bas. Ouais, donc c'est pas étonnant. Je suis pas étonné du tout. Mais quelle chanson, ouais. Alors, il y a aussi une chorale étonnante qu'on verra au Dôme, une chorale Les Marins d'Iroise. Écoutez. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Les Marins d'Iroise qui chantent Amsterdam, ils sont bretons, c'est un paradoxe, mais ce sont des retraités qui se réunissent et qui travaillent énormément. Comme la vie collective, la vie associative est très très importante en Bretagne. Les Bagadous, c'est une vie associative, je ne sais plus combien ils sont, des milliers. Et des chorales, il y en a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de gens qui chantent dans des chorales. Pour eux, c'est un bonheur de partager un moment avec les gens, des gens de tous les métiers du monde, des avocats, des ouvriers, des dockers, des garagistes, et tout ce beau monde se retrouve dans des églises pour chanter, et je trouve que c'est formidable. Toutes ces choses que les gens font en commun, c'est quelque chose une forme de fraternité, quoi. Et donc les Marins d'Iroise, eux, par contre, effectivement, ont eu un très gros succès à un moment donné. Ouais. Oui, ils ont fait un disque dans les années 90 qui a été un tabac, un disque d'été, mais surtout tous ces gens-là se retrouvent au Dôme ou ailleurs pour la Saint-Patrick, et c'est une fraternité totale, ce qui est rare aujourd'hui. Oui, et je sais qu'en Bretagne, nous, on y est habitués. Comme je disais tout à l'heure, les danses, les gens sont vraiment au corps à corps, c'est le cas de le dire. Alors que les danses, souvent, maintenant, quand on regarde, les gens ne dansent pas ensemble. Au contraire, on a l'impression qu'ils se fuient un peu, quoi. Ouais, et il y a quelque chose qui marche toujours aussi, c'est Lord of the Dance, dès qu'ils sont à Paris ou quelque part en France, ils font un tabac. Oui. Et il y a dans ces Parados d'Irlande qui seront présents aussi au Dôme avec un de ces morceaux. Whiskey, You Are a Devil. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup sur Internet aujourd'hui ces danseuses qui dansent, ces groupes qui dansent de façon extraordinaire qu'on ne connaissait pas avant. Oui, il y a eu plein de groupes comme ça et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Et ça plaît. L'Irlande, comme je disais tout à l'heure, l'Irlande a un pouvoir sur la diaspora internationale qui est énorme, quoi, qui est plus forte que nous. Nous, c'est plus difficile, c'est plus compliqué peut-être. Et eux, ils ont cette chance d'avoir, encore une fois, comme je disais, la possibilité par le monde anglo-saxon tout de suite d'être en immersion partout sur la planète, quoi. Oui, mais en même temps, cette fraternité existe. Quand vous vous retrouvez ensemble sur scène, tout se passe bien. Ah, bien sûr. Bon, oui, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Hein. Alors, là, il y aura ce spectacle au Dôme, donc, pour la Saint-Patrick, mais vous continuez à faire de la musique, d'Anna Arbras, vous arrêtez pas comme ça? Oh, j'arrêterai pas comme ça, sauf quand mon corps sera trop fatigué et que moi, peut-être un jour... disons que j'ai pas envie d'une vie trépidante, je suis content d'être toujours là, je dis toujours... Et en donnant des concerts régulièrement. Voilà, on a des concerts. Là, on a un concert avec une fanfare bientôt, une quarantaine de musiciens. Noyal Musiac, on va jouer avec eux. Je fais des concerts en duo avec David, mon guitariste. Là, on sera avec mon groupe. Des fois, je joue avec un bagad. Là, on va jouer avec le bagad de Landbiway. J'ai d'autres projets d'une tournée avec 2 guitaristes bientôt aussi. J'ai un projet avec un compositeur de film. J'ai largement de quoi m'occuper à 74 ans. Je suis heureux d'être toujours là. Je suis heureux de vivre une vie absolument tranquille, comme j'aime. Et de pouvoir faire le métier que j'aime, de pouvoir faire ce que je veux, si je veux, quand je veux, si j'ai envie. Et si j'ai pas envie, qu'on me dit mais c'est payé, ah ben c'est pas grave, même si c'est payé, j'ai pas envie. Voilà. Donc c'est un luxe dont j'ai conscience vraiment, de la reconnaissance des gens, que tous les jours, les gens ici et là au supermarché, à la boulangerie, me disent un petit mot gentil, oh merci, votre musique, on a passé votre musique pour notre mariage, on a passé notre musique pour l'enterrement de notre papa, il aimait beaucoup votre musique, c'est formidable. Souvent, quand j'étais petit,
Mes parents ma mère voulait pas que je fasse de la musique. Elle voulait mon bien parce que c'était pas un métier. Ils avaient un peu honte de moi. Ils étaient commerçants à Quimper. Il fallait que j'ai un vrai métier, que je sois fonctionnaire. Et quand je me demandais, je dis je ne sers à rien. Et un jour, quand ma musique a été utilisée dans une cérémonie, je me suis dit ah zut, je sers peut-être à quelque chose quand même. Je fais partie de la vie. Je ne sais pas réparer des voitures, je ne sais pas soigner des gens, je ne sais pas faire du pain, je ne sais pas enseigner, je ne sais pas tellement de choses que je ne sais pas faire. Si en faisant ping-plong sur ma guitare, je peux accompagner les gens dans leur vie, c'est cadeau. Eh ben, pour moi, c'est ça aujourd'hui. Le cadeau, ce sera de vous retrouver le 11 mars au Dôme à Paris avec plus de 100 personnes sur scène pour fêter la Saint-Patrick. Et aujourd'hui, grâce à vous, Dan Arbraz, c'est nous qui avons été à la fête. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.